La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mardi, deuxième volet de notre série en 4 épisodes consacrée à Marguerite Duras, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal et Pierrick Monsigny. Marguerite Duras, née Donadieu, disparue en 1996 à l'âge de 81 ans, a connu une enfance en Indochine marquée par le manque d'argent et l'injustice faite à sa mère, à qui l'on avait vendu une concession incultivable. Arrivée en France au début des années 30, elle appartiendra pendant la guerre au réseau de résistance de François Mitterrand et commencera à publier des romans au ton chaque fois plus singulier qui sont autant de tableaux atmosphériques partant toujours de sa vie propre, comme nous l'avons vu lundi avec Sophie Bogart dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Et puis demain, l'écrivain Dominique Noguez et l'universitaire Mireille Caille-Gruber viendront nous parler à la fois de la personnalité de Duras et également du thème de la vue dans son œuvre. Enfin jeudi, une émission entièrement consacrée à son cinéma, qui était peut-être d'abord un anti-cinéma. Nous poserons en tous les cas la question au chercheur Jean Cléder ainsi qu'à la journaliste Laure Bergala. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un panorama de l'œuvre de Marguerite Duras, nous sommes en votre compagnie. Gilles Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste et historien de la littérature. Vous avez préfacé aussi le premier volume des œuvres romanesques complètes de Georges Bernanos dans la bibliothèque de la Pléiade en 2015. Et vous aviez dirigé en 2014 dans cette même bibliothèque de la Pléiade les 4 tomes des œuvres complètes de Marguerite Duras. Alors embarquons-nous avec Marguerite Duras puisque vous utilisez une image pour définir ce que sont pour vous ces œuvres complètes. Et cette image, c'est celle de la nef Argo, ce navire dont on avait peu à peu changé toutes les pièces, si bien qu'à la fin, il ne restait de son origine que son nom. En quoi cela s'applique-t-il à l'œuvre de Marguerite Duras, Gilles Philippe ? D'abord, ça a un sens par rapport au projet général de l'édition qui était de se concentrer moins sur une personne précise que sur un nom. Ce nom de Marguerite Duras, qui est effectivement le nom de notre nef sur laquelle on s'embarque. Elle a d'abord publié sous un autre nom, Marguerite Donadieu, et puis il y a ce nom de plume qui devient dominant et sur lequel se construit un mythe. Pour le reste, tout bouge entre les premiers romans, notamment le tout premier roman, Les Impudents, en 1943, et puis les derniers textes, un quad commun. Alors les chercheurs ou les spécialistes ou les lecteurs extrêmement avisés voient des liens, mais après tout on verrait des liens entre 2 livres qui seraient d'auteurs tout à fait différents. Et chez Duras, il y a vraiment des changements assez radicaux qui sont faits. Et on a une vision de l'œuvre comme étant extrêmement unie, uniforme, alors qu'on devrait plutôt, je pense, insister sur les ruptures, les changements et la concevoir différemment. Donc vous avez l'impression que c'est une œuvre qui a trouvé tardivement sa vitesse de croisière ? Si on décide qu'on doit lire l'œuvre à partir de la fin, on peut dire que c'est tard. Et c'est comme ça qu'elle lisait sa propre œuvre, à savoir, elle dit « Je suis venue tard à l'écriture que je cherchais ». Elle a renié ses premiers textes, etc. Mais ça, c'est une vision d'auteur. Nous n'avons pas à avoir cette vision-là. Une œuvre du début des années 50 est une œuvre du début des années 50. Elle ne prépare pas forcément ce qui vient par la suite. De la même façon, les œuvres de la fin de la carrière de Duras ne sont pas forcément testamentaires. Elles ne le sont que pour nous. J'ai plutôt envie, moi, de les considérer toujours comme des synchronies qui se succèdent, qui ont leur logique propre, des logiques de développement qui mènent d'un point à l'autre, dans des directions qui sont relativement prévisibles chez Duras, mais pas forcément une vision de l'œuvre comme étant un trajet devant mener à quelque chose qui serait par exemple l'amant, ou qui serait par exemple les derniers textes les plus abstraits par opposition à des textes dont elle n'a plus souvent voulu entendre parler, comme les premiers romans des années 40 et du début des années 50. Mais alors si on se place de son point de vue à elle, quel regard rétrospectif
portait-elle sur son œuvre et où voyait-elle justement les périodes, les ruptures? Alors, elle a posé une rupture qu'on doit discuter d'emblée, mais qui est restée dans la tradition de lecture de Duras, une rupture forte, et cette rupture, ce serait 1958. C'est-à-dire, d'une part, l'entrée chez Minuit, alors qu'elle était un auteur, disons, plutôt publié par Gallimard précédemment. Elle va revenir chez Gallimard ensuite. Et elle décide qu'il y a une rupture esthétique forte entre les trois romans du début des années 50 qui partagent une sorte de parenté, effectivement, à savoir donc le plus célèbre, Un barrage contre le Pacifique, donc Les petits chevaux de Tarquinia et puis Le marin de Gibraltar. Et en 58, donc, elle passe à autre chose, qui sera Moderato Contabile. L'écriture est très différente. Il y a un dépouillement qui est désormais sera un petit peu sa marque de fabrique. Voilà, moi j'aurais placé les ruptures ailleurs, mais c'est elle qui a voulu qu'on construise l'œuvre sur cette base. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la rupture de Marguerite Duras comme point de repère. Après tout, c'est elle qui décide, in fine. Mais avant cela, on va revenir sur ce qu'il y avait avant Moderato Cantabile, et puis aussi sur un certain nombre de questions. Par exemple, cette idée de Marguerite Duras déployant son œuvre tout au long d'un demi-siècle. Les dates, en fait, de Marguerite Duras, qui naît en 14 et qui meurt en 1996, correspondent peu ou prou à ce qu'on pourrait appeler, ce que certains historiens d'ailleurs appellent, un petit XXe siècle, un court XXe siècle. Est-ce que vous diriez, Gilles Philippe, que son œuvre est particulièrement liée au XXe siècle? Ou alors, diriez-vous que c'est une œuvre qui est anhistorique, dans le sens où c'est une œuvre qui est très personnelle et qui finalement pourrait se mettre à distance des événements de ce court XXe siècle? Alors je prendrai un chemin de traverse entre les deux solutions que vous proposez. C'est une œuvre qui effectivement est trop personnelle pour qu'on puisse la ramener à des événements historiques. C'est en même temps une œuvre qui suit une trajectoire de la littérature française. Donc on ne va pas ramener des événements historiques et expliquer par l'histoire, par la guerre d'Algérie ou par la Seconde Guerre mondiale, des mutations dans son œuvre, mais c'est une œuvre qui, globalement, quoi qu'on dise de sa singularité, qui évidemment est extrême, une œuvre qui, globalement, suit une trajectoire esthétique qui est celle de la littérature de son temps. Ça, c'est pour l'esthétique, mais pour l'histoire, on le met de côté, alors. Doit-on mettre l'histoire de côté? C'est toujours un petit peu délicat. Je trouve que c'est un choix de prudence, parce qu'il est toujours facile d'expliquer des choses, de ramener à l'histoire. Nous n'avons pas un monde de contrôle dans lequel Marguerite Duras n'aurait pas connu la guerre d'Algérie, n'aurait pas connu la Seconde Guerre mondiale. Et la décolonisation. Et la décolonisation. Et donc, nous ne savons pas très bien si ces mutations esthétiques auraient été scandées différemment. Ce monde, nous ne l'avons pas. On peut toujours expliquer par l'histoire une chose et son contraire, puisque l'histoire est toujours là et on peut ramener tel choix de dépouillement à l'histoire. Et si on a vu l'inverse, un non-dépouillement, on aurait pu l'expliquer par l'histoire. La seule base d'explication que nous ayons pour une œuvre d'un point de vue esthétique, c'est d'en rendre compte par rapport à l'histoire générale de la littérature de son temps. Alors je vous propose de commencer le parcours de cette œuvre avec tout d'abord un extrait de La vie tranquille, qui est l'un de ses tout premiers romans, lu ici par Guillaume Gallienne. Il y avait des années que Luce et Nicolas voulaient connaître le goût de leur bouche. Il existait entre eux, depuis le mariage de Nicolas, une vieille querelle muette, jamais vidée. Et Nicolas était un peu brusque avec Luce, parce qu'il ne voulait pas résoudre encore cette querelle. Il ne voulait pas être heureux aussi vite. Il n'entendait pas savoir qu'il était déjà heureux. Il aurait eu du remords à quitter tout de suite sa vieille tristesse. Lorsque Luce disait qu'il était bizarre, cela n'avait pas de sens, mais je ne pouvais pas m'empêcher de retrouver mon ancien petit frère. Bizarre. Nicolas dansait dans ma tête au-dessus de ce mot, âgé de tous les âges, qu'il avait eu successivement, tournait autour, s'en échappait et y rentrait sans cesse, tantôt tout petit comme Noël, tantôt suant et tremblant de sa bataille avec Jérôme. Tel que je le voyais là ce soir, il se tenait sur la crête de ce mot vague, mince, rêveur, comme un danseur. D'une minute à l'autre, il allait sombrer dans le bonheur. J'aurais voulu qu'il se souvienne de moi, qu'il me regarde. Simplement prendre ma main et l'embrasser. Se rappeler par exemple que j'étais là quand il a tué Jérôme. Que nous parlions ensemble une dernière fois de ce matin-là comme d'une chose de notre amour qui était à nous deux seuls. Mais justement, il évitait de me regarder. De cela, il ne parlerait plus désormais qu'à Luce. Et c'est pourquoi, très loin, au-delà de ma joie, je me sentais un corps triste, sans frère.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Cet extrait, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Gilles Philippe? Beaucoup de choses. C'est un très bel extrait, il est très bien lu. Il n'est pas forcément représentatif du livre tant du point de vue de la prose, puisque c'est un livre au passé composé. Là, le texte est largement, l'extrait qui est choisi est très largement à l'imparfait. Mais il évoque aussi une sorte d'hésitation qui est encore assez évidente chez Duras à l'époque, entre un roman qui est de type familial, hein, c'est l'histoire du frère là, qui est mise en avant, cette thématique de la fraternité qu'on va bien sûr retrouver dans Un barrage contre le Pacifique, qui sera le roman suivant, après la plus longue interruption qu'il y a eu dans l'œuvre, 6 ans, sans livre, hein, 44-1950. Qui s'explique d'une manière particulière? La fin de la guerre. Là, pour le coup, on va recourir à l'histoire, hein, le retour de Robert Antelme, toute cette période extrêmement difficile aussi de recomposition de sa vie avec Mascolo et puis la difficulté de la vie d'après-guerre. Et donc je disais, on a après un roman qui est largement un roman familial, c'est où la thématique du couple n'est pas présente ou guère présente, qui est Un barrage contre le Pacifique, qui sera réécrit dans une vision couple, dans L'Amant par exemple plus tard. Juste avant, on a eu un an avant La vie tranquille, donc en 43 chez Plon, on a eu Les Impudents, dont le premier titre était La famille Tannerand, qui est aussi un roman familial, un roman de province. Et là, on est dans un texte qui se cherche encore un petit peu entre ce qui deviendra l'essentiel disons, du matériel narratif de base chez Duras, le roman du couple, et puis des choses plus complexes qui ont à voir avec encore du roman de jeunesse, qui est le roman familial. Donc La vie tranquille, c'est l'histoire racontée par le personnage de Francine d'un duel entre son oncle Jérôme et son frère Nicolas. Oui. Quel est l'enjeu de ce livre ? C'est un livre assez étrange, tout à fait atypique. Alors, on le rapproche souvent, et la date nous y autorise, de L'étranger de Camus. Hein. C'est un livre qui est un petit peu sur la difficulté de comprendre, la difficulté qu'il peut y avoir à comprendre les éléments du réel. Quel est l'enjeu pour Duras ? J'aurais du mal à le dire. C'est pas un texte qui m'est très familier, c'est pas un texte dans lequel j'entre très volontiers. C'est un texte qu'elle a beaucoup aimé, elle a continué à le chérir jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un texte qui a une sorte de charme d'époque, qui a un côté aussi, par moments, un côté Sagan. Et bien sûr, il y a ce thème de la violence qui annonce la violence qu'il y aura dans une certaine mesure dans Un barrage contre le Pacifique et qui sera ensuite très très prégnant dans la suite de l'œuvre et dans la fin de l'œuvre. Ça lui aurait pas fait plaisir, je pense, que vous la compariez à Françoise Sagan. Non, et je ne pense à Sagan non plus. En tout cas, il y a peut-être un petit air d'existentialisme. C'est un livre existentialiste, absolument. C'est vraiment... j'hésite à employer le mot. Là, ça n'aurait absolument encore fait moins plaisir que la comparaison avec Sagan, mais oui. C'est un livre qui clairement a une sensibilité années 40 et qui... le mot existentialisme va surtout se diffuser à partir de 45, bien sûr. Hein. Mais on est clairement dans une thématique années 40. Et puis il y a le roman américain, à cette époque-là, qui irrigue beaucoup la scène littéraire française. C'est là qu'effectivement, on doit faire la part de la non-singularité de Duras, hein, parce que elle, comme tout le monde, en fait, se fascine pour le roman américain. Ce sera sans doute plus évident pour les romans qui vont suivre. Le cas le plus évident, parce qu'il c'est explicite, c'est... Les petits chevaux de Tarquinia, même si à mon avis il n'y a rien de très américain. Et dans Un barrage contre le Pacifique aussi, on a des souvenirs, alors à la fois de lecture qu'elle a pu faire de Caldwell par exemple, et puis une sorte d'infléchissement vers des techniques à la Hemingway qui fascinent absolument l'époque. Là encore, il faut être un petit peu nuancé. Il y a effectivement une sorte de fascination pour cette phrase brève, extrêmement efficace, que de toute façon on avait déjà chez Duras auparavant. Une sorte de fascination aussi pour une sorte de behaviorisme, à savoir on se débarrasse de la psychologie et on rencontre des personnages depuis leurs actions extérieures et leurs paroles. En même temps, c'est un infléchissement, c'est-à-dire que Duras aurait été encore plus psychologique qu'elle ne peut l'être dans Un barrage s'il n'y avait pas eu cet infléchissement. Mais on ne peut vraiment pas dire qu'Un barrage contre le Pacifique soit proche d'Hemingway. Mais la presse de l'époque, et ça nous intéresse, la presse de l'époque a trouvé qu'elle faisait son roman américain. Et ces 3 premiers romans au début des années 50, avant donc cette rupture qu'elle instaure en 58, sont des romans qui, à l'époque, sont lus dans la veine américaine. Alors, bien sûr, c'était un lieu commun, et c'est une sorte de brevet de modernité qu'on accordait au texte. Mais ça nous intéresse, puisque ça rend compte aussi de la façon dont elle
concevait le projet qu'elle était en train de mener. Il faudrait citer aussi Le Marin de Gibraltar, 1952, et puis le théâtre, Des journées entières dans les arbres, qui paraît en 54, où Duras dresse le portrait d'une vieille dame tout en complaisance pour son fils et qui évidemment fait penser au rapport de sa mère avec son frère. Venons-en donc à la rupture. Je vous en prie. J'aimerais en savoir encore un peu davantage. Même si vous n'êtes pas sûr de le savoir très bien. Même si vous devez l'inventer. Vous savez, ils se rencontraient dans une maison isolée, au bord de la mer. Ah oui? C'est à l'abri du vent. Il fait chaud l'été. Il faisait chaud l'été où ils se sont rencontrés pour la première fois. Les derniers temps, il avait quitté son travail. Ils se rencontraient presque tous les jours. Un extrait donc de Moderato Cantabile, le film de Peter Brook adapté du livre de Duras avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. Gilles Philippe, on est encore dans l'autobiographie, on sera toujours un peu dans l'autobiographie, mais plus de la même manière. Non, plus de la même manière, notamment pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir on n'est pas dans la classe sociale qui a fourni, dont Duras se sentait proche, à savoir une espèce de partie déclassée de la population. Ici, on a pour la première fois, pas tout à fait pour la première fois, mais pour la première fois de façon importante, un type de personnage qui va devenir une sorte de prototype de Marguerite Duras, qui est la femme bourgeoise en fait, qui est incarnée ici par Anne Desbarrades, que joue Jeanne Moreau dans le film de Brook. Alors bien sûr, Duras va renier ce film comme tous les adaptations. Elle a commencé par dire qu'elle aurait pu elle-même faire ce film-là. Elle aurait pu elle-même faire ce film-là, elle y a collaboré, puis ensuite elle l'a renié parce que la fin est assez différente de ce qu'elle avait prévu dans le roman. Cela dit, oui, on a un changement d'univers qui est assez net. On a un roman qui est très dépouillé. On a un roman qui a aussi une écriture tout à fait différente, avec un chapitre notamment qui fait une sorte de rupture forte. C'est un roman qui a une drôle d'histoire. C'est une commande en fait. Ce qu'on oublie souvent. Duras avait d'abord écrit une nouvelle qui correspond à peu près au premier chapitre que nous avons du roman actuel, dans les Cahiers du Sud. Et Robbe-Grillet remarque cette nouvelle qui est une remarque extrêmement dialoguée, mais qui a aussi des segments de discours intérieurs tout à fait étranges. Robbe-Grillet trouve ce texte intéressant. Il commande en fait à Duras un roman et cette ébauche en fait va servir de base narrative. Elle va greffer une autre histoire qui est cette histoire d'un homme et d'une femme qui quittent un foyer bourgeois pour mener une aventure qui n'est pas une aventure d'amour, qui est une aventure à la Duras. Ça va une sorte de fascination pour un autre homme. Il y a un petit substrat biographique en fait, mais l'alcool, la rencontre de Jarlot aussi peut-être, donc un de ses amants avec qui il a une relation extrêmement forte. Et puis la relation à l'enfant, même les leçons de piano même. La première leçon de piano renvoie aussi au drame de la leçon de piano imposée au propre fils de Duras, etc. Donc il y a des éléments autobiographiques, mais on ne peut plus dire que ce soit une façon de fictionnaliser. Elle prend du matériel, elle prend des thèmes dans sa vie quotidienne, tout simplement. Alors vous parlez de Robbe-Grillet, et c'est évidemment intéressant dans le sens où toute une question qui se pose à l'époque est de savoir si Duras va appartenir ou pas au nouveau roman. Alors, est-ce le cas d'après vous? Elle semblait dire que Sarraute mise à part, finalement les auteurs du nouveau roman ne l'intéressaient pas. Alors si on définit le nouveau roman par l'école du regard, elle n'est pas du tout dans ce type de protocole narratif et pas du tout dans ce type d'écriture. Si on définit le roman par ce que le nouveau roman refusait, à savoir une construction narrative très tenue d'une part, et puis d'autre part une construction des personnages qui soit centrée sur leur cohérence, dans ce cas-là, oui, elle a à voir avec le nouveau roman, autant qu'on puisse considérer qu'il y a une unité dans le mouvement. S'il y a une unité négative, oui, elle est une nouvelle romancière, néo-romancière. Bien sûr, elle n'a jamais voulu l'admettre, mais Moderato est sans aucun doute, et même du point de vue du retour à la voix, un sentiment de la voix, même du retour à un certain malaise dans l'écriture. Je ne sais pas si vous avez encore les premières pages en tête, c'est pas le cas dans ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est un dialogue réécrit.
Les premières pages sont très marquées par des maladresses, qu'elle ajoute d'ailleurs par rapport à la première version du texte. Donc elle va désécrire, mal écrire son texte, avec avec un infléchissement qui est là aussi un infléchissement très années 1950, à savoir une méfiance pour le bien écrire. Barthes va célébrer cette méfiance chez Robbe-Grillet, plus que chez Duras. Robbe-Grillet, pourtant, n'écrit pas mal, mais il n'écrit pas bien. Duras, elle va pousser le bouchon un peu plus loin et décider que ne pas bien écrire, c'est mal écrire. Elle commence à abîmer son texte de façon assez spectaculaire, avec des détours qui sont parfois grammaticaux, et donc plus tard, elle fera une sorte de marque de fabrique. Et puis il y a aussi alors cette intrigue très étrange, puisque la particularité de la construction de Moderato Cantabile, c'est qu'il y a un meurtre passionnel au début, et qu'à la fin, on ne sait pas du tout à quoi finalement il a servi. Il n'y a aucun dénouement finalement de ce meurtre qui fait vraiment tout le début du roman. Absolument. Et ce meurtre d'ailleurs a été conçu différemment dans la nouvelle dont Moderato est tiré. C'était l'inverse. C'était plus l'homme qui tuait la femme et la femme qui tuait l'homme, etc. C'était tout à fait l'inverse. C'est un prétexte à introduire des thématiques qui sont des thématiques obsessionnelles chez Duras, à savoir les thématiques de l'extrême. Ce qui préoccupe Duras, c'est ce lien, ce sera évidemment très très net, mais quasiment au même moment dans Hiroshima mon amour, ce lien entre une quotidienneté qui est extrêmement banale et puis la rencontre de l'événement qui nous met aux portes du sublime. Il y a deux événements qui nous mettent à la porte du sublime, c'est d'une part le crime et d'autre part la passion. Et en cela, Moderato est vraiment un texte inaugural. Alors, parlons un peu, Gilles Philippe, si vous le voulez bien, de l'œuvre dans ce qu'elle constitue un certain nombre de reprises d'un livre à un autre. On pourrait même élargir aux différents médiums, parce que il y a des passages du livre au film, du théâtre au film, et tout cela circule dans à peu près tous les sens possibles. Est-ce qu'on peut parler de cycle chez Marguerite Duras qui formerait du coup des cohérences internes à cette œuvre ? Alors, il y a effectivement trois façons d'envisager l'œuvre comme une globalité. Il y a une façon qui est assez simple, c'est la façon chronologique, et une façon qui est plus intéressante, c'est une appréhension générique. Et puis, il y a cette appréhension, disons, thématique ou thématico-narrative qui est autorisée effectivement à dégager ce qu'on appelle des cycles qui n'ont pas été construits comme tels par Duras, mais qui sont... À aucun moment, elle ne pense organiser ces cycles. Non, c'est pas la comédie humaine, elle n'a pas pensé du tout faire... Pourtant, il y a des personnages aussi qui reviennent d'un livre à un autre. Constamment. Alors, il y a des cas très spectaculaires de réécriture, c'est-à-dire les cas les plus spectaculaires, c'est les cas où elle ne change pas de médium. Bien sûr, quand le vice-consul devient India Song, là, bon, c'est pas très surprenant. Après tout, on change de médium, elle vise d'abord une pièce de théâtre à partir du roman, puis ça devient un film. Il y a des cas plus tard dans la fin de l'œuvre, on a des réécritures qui sont des réécritures par amplification ou par déplacement, lesquelles les plus célèbres, quoi qu'il ne soit pas forcément très célèbre, c'est l'été 81 qui devient Jan Andras Steiner, donc de 80 à 92, la maladie de la mort, 83, qui devient quelques années plus tard Les yeux bleus, cheveux noirs, tout ça. Donc là, on a vraiment de la réécriture, et c'est des réécritures qui sont à la fois moins spectaculaire parce qu'il n'y a pas de changement de médium, et plus spectaculaire puisque justement on va réécrire à l'intérieur d'une même bande générique. On distingue, pour revenir citer deux cycles, souvent trois grands cycles qui sont liés à des reprises de même thème. Donc il y a le fameux cycle qui est inauguré, peut-on dire du moins en librairie, puisqu'il y a d'abord une nouvelle qui appartient aussi au même cycle, c'est le cycle qu'on appelle indo-chinois. C'est le cycle qui renvoie à l'enfance et qui revient notamment sur la thématique du grand amour, ou de cet amour, est-ce que c'est un grand amour, de l'amour initiatique, qui apparaît dans Un barrage contre le Pacifique et qui sera entièrement revu dans L'amant. Donc c'est un cycle du début, mais qui revient aussi justement à la fin. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on est obligé de croiser les trois considérations, et là on reste à l'intérieur du roman. Entre les deux, il y a eu du théâtre, l'Eden Cinéma. Entre les deux, il y a eu des nouvelles, le Boa, par exemple. Donc toutes sortes de choses qui se rattachent en tout cas à Saigon, à l'Indochine, au Vietnam, etc. Il y a un deuxième cycle qui est un peu plus cohérent chronologiquement et qui est peut-être le sommet de l'œuvre en fait. C'est ce qu'on appelle le cycle indien et qui rassemble des textes qui sont les romans les plus ambitieux, le ravissement de Lolvestein, le vice-consul, et puis des textes qui sont moins narratifs comme L'amour ou comme India Song. Voilà, qui sont autour d'une sorte de fantasmatique indienne, une sorte d'Inde, disons,
de fabrication en fait entièrement personnelle de Duras. Et puis à la fin de l'œuvre, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus cohérente du point de vue à la fois chronologique, générique et thématique. Hein. C'est ce qu'on appelle, à la suite de Joël Pagès-Pindon, ce qu'on appelle le cycle atlantique, qui sont des textes qui tournent là autour de Trouville, qui tournent autour de la personnalité de Yann Andrea, et qui sont des textes qu'on confond d'ailleurs assez volontiers, hein, qui sont pour l'essentiel chez Minuit, et qui forment là une unité, disons, beaucoup plus grande aussi par la tonalité, par le style, et puis parce qu'on est sur des strates chronologiques bien moindres. Et pourquoi ce cycle indien constituerait-il le sommet de l'œuvre alors, Gilles Philippe ? Parce que, d'abord, c'est une prise de position, effectivement, une position peut-être de goût personnel, parce que c'est là qu'elle est la plus ambitieuse. Je vais garder que si on doit mettre la subjectivité un petit peu de côté et avoir quelque chose d'un petit peu plus stable, Duras a parfois retouché ses textes entre une publication et l'autre. Par exemple, le barrage contre le Pacifique que nous lisons, nous croyons lire, et de fait nous lisons un roman de 1950, mais dans sa version légèrement modifiée en 58 puis en 77. C'est vrai même pour L'Amant, hein. L'Amant n'est pas exactement tel que nous le lisons, le texte qui est paru tout d'abord pendant l'été 84. Les seuls textes qui n'est pas retouché d'une édition à l'autre, et parfois d'un tirage à l'autre, ce sont ces fameux textes du milieu des années 60, comme s'ils étaient intouchables, et c'est un mot qu'elle employait volontiers pour parler du ravissement. Être sans sujet aucun de livre, sans aucune idée de livre, c'est se trouver, se retrouver devant un livre. Une immensité vide. Un livre éventuel, devant rien, devant comme une écriture vivante et nue, comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide, et qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture, sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d'or, élémentaires, l'orthographe, le sens. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. C'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche. C'est essayer de ne pas mourir. C'est être seul dans un abri pendant la guerre, mais sans prière, sans Dieu, sans pensée aucune, sans ce désir fou de tuer la nation allemande jusqu'au dernier nazi. Day breaks. Languid dawn turns red and grey and covers the flights of mystery. Across the barren field, through and through the rivers of wheat, he lies. Rodrigo Piestra. Écrire, c'est vivre, écrire, c'est ne pas mourir, dit Marguerite Duras. Écrire des livres, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, écrire des articles. On oublie à peu près toujours qu'il y a une partie de l'œuvre qui est constituée d'articles. Je pense par exemple à l'été 80, une série d'articles pour Libération. Et puis, par exemple, cet article sur l'affaire Villemain, sublime, forcément sublime, Christine V, publié en 85, toujours dans Libération, où elle accuse Christine Villemain d'avoir tué son fils. On est là dans quelque chose tout de même d'assez étrange, Gilles Philippe, où on pourrait penser qu'il y a peut-être une faute de l'écrivain. Qu'en pensez-vous ? Je résisterai juste au mot « accusé ». Si elle dit effectivement, c'est compliqué, chacun relira le texte, si elle dit effectivement que Christine Villemain a tué son fils, le dit-elle, ce n'est pas très clair. Hein. Le laisse-t-elle entendre, ça je veux bien le croire. En tout cas, elle ne l'accuse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jugement qui est porté, hein, et il y a justement les derniers mots du texte qui, selon le choix de Libération, deviennent ce fameux titre, hein, ne souhaitait pas de titre Duras pour cet article, sublime forcément sublime, montre bien qu'on est dans autre chose, elle n'est pas dans un... Quand elle écrit donc ce texte, qui est un texte de commande, hein, encore une fois, nous sommes en juillet 85, hein, l'affaire bien sûr passionne la France hein, depuis pas mal de temps, depuis l'automne 84. Elle se fascine, elle, pour l'idée de la criminelle. C'est un texte qui est relativement féministe. Hein, elle s'interroge, qu'est-ce qui peut mener une femme à faire ce crime ? Ce crime est évoqué comme une sorte de lieu où, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment la base de Duras
du moins du point de vue narratif. Le point où on se rencontre, l'extrême quotidienneté, elle est dans la quotidienneté de Christine Villemin. Elle veut voir la maison, elle imagine les steaks qui sont pas assez cuits, elle imagine des disputes conjugales, des choses de l'extrême quotidienneté, avec le sublime absolu. Et le sublime absolu, c'est la mère qui tue son enfant. Et donc c'est cette confrontation que dans un projet littéraire, elle essaie d'opérer. Le texte a suscité des réactions extrêmement négatives, mais c'est pas un texte où elle juge qui que ce soit. Et c'est un texte où elle fait de Christine Villemin une héroïne de Marguerite Duras. Elle pourrait s'appeler Christine Steiner ou Christine Villemin Steiner. Et on est vraiment dans du Duras. Il n'y a pas l'idée de faire un reportage. Gilles Philippe, vous restez avec nous. Nous allons bientôt, dans quelques minutes exactement, reprendre cet entretien. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec aujourd'hui Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Critique qui est édité comme l'été en partie Marguerite Duras par les éditions de Minuit. Y a-t-il une affinité entre votre revue et la littérature de Duras, ou bien entre vous et la littérature de Duras? J'ai toujours beaucoup lu Duras. Je partage le goût de Gilles Philippe pour Le Ravissement de Wittgenstein. Bon, c'est quand même un texte qui nous a tous marqués, j'ai l'impression. Mais il y a aussi des textes, au hasard des lectures, des reprises de textes que je redécouvre ou que je découvre, comme La mort de l'aviateur. Je trouve un texte tout à fait étonnant. Enfin, donc je suis un fervent. Bon, on n'en attendait pas moins de vous. Dans la revue Critique du mois d'avril, il est question pas du tout de Duras, mais de Rousseau, de Stahl et Constant. Vous revenez aux classiques, Philippe? Ce sont plutôt les classiques qui ne cessent de revenir à nous, et ça me fait plaisir que pour une fois Critique fasse honneur à trois grands écrivains de cette période fin 18e, début 19e, la triade Rousseau, Germaine de Staël, Benjamin Constant, et on peut dire en même temps qu'ils sont au fondement de notre modernité. Et ils sont en plus au centre d'une actualité éditoriale très fournie. Et c'est pour ça que nous parlons d'eux et d'elle. L'actualité livresque est très riche, en effet. Il y a remarquable réédition des Rêveries du promeneur solitaire, Rousseau, juge de Jean-Jacques aussi, première édition complète en poche des journaux de Benjamin Constant, et Germaine de Staël est particulièrement gâtée, et ce n'est que justice à mon avis. C'est un esprit éminent, c'est une femme courageuse. Vous savez que pour échapper à la police de Napoléon, elle n'hésite pas à traverser toute l'Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg en contournant la Grande Armée. On a raillé parfois sa prétention à être une femme supérieure, c'était son mot, reproche assez cocasse quand même à une époque où pullulaient les petits grands hommes, comme dit Rivarol. Et supérieure, elle le fut en effet, et en même temps solidaire des autres femmes, y compris Marie-Antoinette. Elle dénonce le procès de Marie-Antoinette, dont elle ne partage pas du tout les opinions ni la situation, mais comme un procès injuste, misogyne. Le procès de la reine, dit-elle, c'est aussi une immolation des femmes. Et je pense qu'on peut se réjouir de l'avoir consacré par son entrée dans la Pléiade, par une anthologie chez Bouquin, par les nouveaux volumes parus de ses œuvres complètes, sa correspondance générale, et puis un beau livre de Stéphanie Jeunant intitulé La Chambre Noire chez Droz. J'en passe, mais vous retrouverez tout ça dans notre numéro avec les articles, je tiens à citer les auteurs, de Jean-Claude Bonnet, de Jean-Marie Roulin, de Martin Rueff, et dans un entretien avec Céline Spector. Alors tout de même, Philippe, Rousseau, Constant, c'est un peu le feu et l'eau, ce ne sont pas les mêmes lumières. Alors on les a souvent présentés en effet comme deux pôles opposés. D'un côté Rousseau, le néo-spartiate, le théoricien de la souveraineté démocratique, puis de l'autre Constant, celui qui oppose la liberté des modernes à celle des anciens, le précurseur en France du libéralisme politique. Mais bon, je pense qu'on ne doit pas voir Rousseau et Constant comme se regardant en chien de faïence, comme des garnitures de cheminée, chacun d'un côté de la Révolution française. Ce que nous avons voulu montrer, c'est l'arc électrique qui court entre eux, avec, si j'ose dire, pour relais Germaine de Staël. Elle a 22 ans quand elle écrit son premier livre, qui est consacré à Rousseau, et elle deviendra, on le sait, le mentor de Constant. Alors pour Rousseau, tout est affaire de rapport, et nous devons donc consacrer notre vie entière à l'étude de ce qu'il appelle nos rapports avec les hommes.
c'est une tâche politique qui exige, ajoute de Staël, qu'on analyse politiquement l'influence des passions. Pas de cité juste, sans intelligence des émotions, nous dit Madame de Staël. Et Constant, à sa manière, poursuit aussi cette réflexion sur ce que l'on a appelé la passion réfléchissante, dans un contexte qui est celui de l'avènement de l'individu moderne. Et à eux trois, oui, ils mettent la modernité sous tension, si vous me permettez de filer la métaphore. Ou peut-être à eux quatre. Peut-être à eux quatre parce que n'oublions jamais Sade, c'est le grand trouble fait des Lumières, c'est la cerise sur le gâteau de notre numéro. Sade, qui est notre contemporain lui aussi, surtout quand il est mis en musique par Silvano Bussotti. Bussotti, vous n'ignorez pas, Mathieu, né à Florence en 1931, artiste polyvalent, avant tout compositeur. En 1965, Bussotti crée La Passion selon Sade, mystère de chambre avec tableau vivant. La représentation a lieu à Palerme, elle tourne à l'Émeute. Irène Salas, dans notre numéro, commente la reprise de cette œuvre à l'Athénée. N'allez pas à l'Athénée, c'est terminé, mais vous pourrez de nouveau entendre et voir La Passion selon Sade le 25 mai à Grenoble et le 7 juin à Caen. Eh ben on ira, avec sous le bras notre revue critique qui paraît jeudi en librairie. Merci beaucoup. Je compte sur vous. À bientôt Philippe. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes sur France Culture. Nous continuons de parler de l'œuvre de Marguerite Duras au deuxième jour de cette série qui lui est consacrée. Mon invité est Gilles Philippe. Il a édité cette œuvre dans la bibliothèque de la Pléiade. Je ne sais pas avec quoi on écrit. Moi, je suis constamment dans la jalousie de ce que j'écris, moi. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Je suis jalouse de mes livres. Ah oui. Ouais. Je suis restée ici, vous voyez, cet appartement enfermé, là, 3 mois. Et j'étais jalouse de celle qui était là, sur la plage, la nuit, qui voyait cet enfant, cette jeune fille, les collines d'argile. Les roches noires. Les roches noires, oui. J'étais jalouse d'elle. Indignée même. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Gilles Philippe, cette jalousie de Marguerite Duras à l'endroit de ses livres ou de ses personnages? Pour moi, je ne sais pas. Pour elle, c'est sans doute un mot qui n'est pas forcément le mot le plus juste, mais celui qui lui vient sur le coup, en tout cas. On parlait tout à l'heure, Philippe Roger rendait aussi hommage à ce livre qui était Le Ravissement de Loevestein. Et le problème de Loevestein, c'est qu'elle n'éprouve pas de jalousie, justement. Et son grand malheur, c'est qu'on lui vole son fiancé, mais qu'elle ne ressent rien. C'est un des grands thèmes. Elle n'est pas là, elle n'est pas parmi nous. Et l'absence du sentiment, quelque chose qui préoccupe beaucoup Duras. Du coup, la jalousie fait partie de ces sentiments forts qu'elle a aussi mis en valeur comme étant un moyen de faire face au vide du monde. Quand je suis jaloux, tout comme quand je suis amoureux ou quand je tue, eh bien, je suis sûr que j'existe et je suis sûr que le monde existe. Et il y a toujours une célébration une célébration des sentiments les plus forts, mais pas forcément leur mise en scène. Ce qu'elle met en scène surtout, c'est l'absence de ces sentiments forts et la souffrance qui naît de l'absence de ces sentiments forts. Et le fait qu'on puisse pas vraiment arriver à cette plénitude du sentiment est quelque chose qui préoccupe beaucoup Duras. Et on découvre là, dans cet entretien, là, qui met d'ailleurs joliment en lien une sorte d'Extrême-Orient de In the Mood for Love, et puis ce monde de Trouville, et ce monde des Roches Noires, et ce monde de la fin de l'œuvre qui est si
si beau. On trouve bien là quelque chose qui explique pourquoi elle a voulu écrire, c'est-à-dire pour vivre plus fortement. Ça l'a préoccupé beaucoup, ce sentiment du vide. C'est la solitude qu'on entend alors. On entend toujours la solitude. Est-ce que c'est une œuvre sur la solitude ? Je ne sais pas si la solitude est un thème aussi important chez Duras. Le couple et l'impossibilité du couple va être quelque chose de très fort. Elle n'a pas vécu seule. Hein. Et à la fin de l'œuvre, évidemment, tout est hanté par une forme de solitude, c'est-à-dire qu'elle vit avec un homme qui ne l'aime pas comme elle souhaiterait qu'il l'aime, enfin qu'elle l'aime, pardon. Et, parce qu'il est homosexuel. Parce qu'il est aussi beaucoup plus jeune, parce qu'il est homosexuel. Mais enfin, elle va se concentrer essentiellement sur cet aspect de sa personnalité, mais l'impossibilité de l'amour est déjà présente dans Moderato Cantabile. Il voudrait s'aimer, il voudrait accéder à la passion. Hein. Tout comme le crime est réel, il faudrait que la passion fût réelle. Mais ce n'est pas possible. La solitude, alors, c'est aussi la solitude par rapport au milieu littéraire, et même pas tellement au milieu, mais aux écoles littéraires. On a déjà commencé à parler du nouveau roman. Mais pour elle, la solitude, c'était une conséquence et aussi une condition de l'écriture. Elle avait absolument besoin de tracer son propre chemin, Gilles Philippe. En tout cas, elle avait absolument besoin de croire qu'elle traçait son propre chemin. C'est vraiment quelque chose de très important pour elle. C'est d'autant plus étonnant pour nous que c'était une personnalité médiatique. Hein. Ça fait partie de ces personnalités dont on a plaisir à dire qu'ils avaient une posture. Le terme n'est plus négatif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils construisaient leur image aussi par rapport à ce que les médias pouvaient leur envoyer. Et elle a construit son image. Hein. Elle n'a pas été du tout en dehors du champ voilà, commun. C'est pas du tout Julien Gracq dans sa maison. Hein. C'est vraiment un cas tout à fait différent. Elle a produit des émissions à la télévision. Elle a répondu à des commandes d'articles dans les journaux. Elle aimait qu'on l'interroge. Elle ne s'est jamais refusée à cela. Après, bien sûr, il y a une sorte disons, d'exigence de solitude, et elle l'a vraiment mise en scène, notamment par ses lieux de travail, hein, que ce soit au Roche-Noire à Trouville ou dans sa première maison à Naufle-le-Château. Il y a c'est toujours un petit peu comme chez Duras, une sorte d'obsession de la solitude comme étant un sentiment très fort, une sorte de peur de la solitude, une sorte d'entre-deux dans laquelle elle se débat, disons, et qu'elle thématise avec l'idée qu'elle est unique. Mais elle l'exagère un petit peu quand même. D'une part, on a envie de lui dire, vous n'étiez pas si unique que cela, et d'autre part, il faut faire la part du narcissisme et de la construction d'une image de soi que chacun peut opérer à sa façon et qu'elle a opéré de façon parfois un petit peu radicale. En tout cas, dans la porosité entre les différents genres, le cinéma, les articles, alors elle est unique, mais il y avait peut-être aussi une volonté de temps en temps de travailler avec d'autres et de temps en temps de revenir à soi. Ça a peut-être été le cas, par exemple, après les 10 années où elle a fait beaucoup de cinéma, quand elle se remet à écrire L'Amant, quand elle se met à écrire, à réécrire, il y a peut-être une volonté de se retrouver toute seule à ce moment-là. Fort probablement. Elle revient à l'écriture pourtant par si on considère que effectivement les années 70 ont été des années largement consacrées au cinéma et aussi à des livres en collaboration, des livres d'entretien, hein, qui sont alors importants pour elle. Elle revient à l'écriture par une commande, elle revient à l'écriture par l'été 80, c'est la commande que fait Libération d'une chronique qu'elle tient pendant ce fameux été. Hein. Et elle revient aussi à l'écriture alors, c'est jamais pour une seule raison, c'est comme pour nous tous, on ne fait jamais les choses pour une seule raison. Donc, parmi les multiples raisons qu'il peut y avoir, c'est aussi parce qu'elle a une sorte de lassitude pour le cinéma, et notamment par le fait que ces derniers films aient été des films un peu décousus. Je crois qu'elle a fait le tour de la question, et donc elle veut revenir en arrière. Elle se redéfinit comme romancière, et c'est ça qui est important pour elle. Retrouver, bien sûr, la parole solitaire, l'écriture solitaire, j'imagine que c'était une des dimensions et pas la moindre pour elle. Du cinéma, on parlera plus largement jeudi, mais j'aimerais qu'on parle avec vous de ce fameux style Duras. Et d'abord, j'aimerais savoir si l'on peut le définir, ce style que tout le monde a plus ou moins en tête. C'est comme une chanson qu'on pourrait se réciter, mais il est plus difficile de mettre des mots sur ce qu'est réellement ce style. Le style Duras, nul ne l'a mieux défini que ces pasticheurs, puisqu'ils ont stabilisé une image de cette écriture sur laquelle nous vivons encore. Et
Ce style Duras n'est pas le style, et bien évidemment, de La vie tranquille, et n'est pas le style d'un barrage contre le Pacifique. Alors bien sûr, on va trouver quelques éléments qui sont des éléments communs, des tournures privilégiées, un lexique privilégié, voire des moules syntaxiques un peu privilégiés. Mais ce qu'on appelle généralement le style Duras, c'est ce sur quoi elle-même a mis une étiquette ou deux étiquettes concurrentes, à savoir l'écriture de l'urgence ou l'écriture courante. Donc des phrases extrêmement brèves, des phrases qui se réduisent à une sorte d'autant plus à une sorte de minimum grammatical que souvent un point vient interrompre la phrase et que la relative ou que la reprise se trouve... Idéalement, il n'y a pas de phrase, en fait. Idéalement, il n'y a pas de grammaire. Idéalement, il n'y a que des mots. Idéalement. Ce qui compte, c'est le vocabulaire. C'est comme ça qu'elle concevait les choses. Ce qui compte, c'est le vocabulaire uniquement, mais en plus, un vocabulaire qui est souvent réduit à peu de choses, hein. On le voit dans les manuscrits, ou on le voit dans ces fameuses retouches que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que si on a le mot déclarer, elle va remplacer par le mot dire. Même si j'ai eu le mot 3 fois plus haut. Les pasticheurs s'en sont réjouis, hein. On fait des jeux sur il dit, elle dit, il la regarde, elle la regarde. Les pronoms remplacent les noms propres, on a un style très pronominal. Et donc avec beaucoup d'éléments qui sont sémantiquement faibles, puisqu'un mot comme déclarer, affirmer est plus lourd sémantiquement qu'un mot comme dire, donc qui contient moins de sens ou moins de précision. De la même façon, quand vos personnages s'appellent il ou elle, ils sont moins là, ils sont plus en allée pour parler comme Duras que s'ils ont vraiment un prénom qu'on viendrait scander ou qui viendrait alterner avec les pronoms, etc. Donc on obtient ce style minimaliste qui est effectivement donc, ce qu'elle appelait l'écriture courante, l'écriture de l'urgence, qui est idéalement un style sans grammaire. Et qu'est-ce que ça produit? Quel effet ça produit sur le lecteur finalement? Parce que c'est en effet un style qui est très fort aussi, oui. Alors qu'on pourrait croire que en appauvrissant la grammaire, on aboutit à un style moins fort. C'est quand même l'anti-Flaubert, c'est l'anti-Gueuloir. Absolument. Et pourtant, parle de la voix, et pourtant ça crée une émotion très forte. Ouais. De ce point de vue-là, un de ses modèles serait plutôt Racine, à savoir une langue réputée en tout cas assez pauvre, une langue réputée assez minimaliste, et en même temps sur des textes de la passion. Et c'est ce contraste à nouveau qui l'intéresse. Alors tous les critiques se disent, mais Fichtre, comment c'est fait ce style? D'où vient sa séduction? D'où vient son magnétisme? Alors là... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Comment vous en occupez pas? Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça. Oui. Comme elle m'attaque, si vous voulez, comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut, mais que moi je m'en occupe infiniment moins que des mots. Alors ce qui est curieux, c'est que vous faites des répétitions volontaires, oui, vous placez des mots d'une manière bizarre, qui doit effectivement heurter des professeurs un peu puristes. C'est l'évidence. Bon, et avec cette chose... Mais j'avais commencé avec Hiroshima, à être incorrect. C'est vrai. Oui, oui. Alors avec ce style un peu bizarre, un peu singulier, et c'est là le miracle, c'est que vous obtenez, vous arrivez à dire les choses d'une manière juste, précise, rapide. C'est ça qui est étonnant. Mais ça, j'en étais pas sûre avant qu'on le lise, vous voyez. Je me disais, on ne pourra pas tenir avec ça. On aura envie des phrases... enfin, d'un déroulement plus classique de la phrase. Ben non. Ça marche comme ça. Ça fonctionne comme ça. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est vrai qu'elle a inventé un nouvel art de la prose. Elle a créé quelque chose, presque un courant stylistique. Absolument, là, c'est toujours très émouvant de l'entendre, notamment c'est le fameux entretien avec Pivot de 84 qui suit la parution de l'amant et qui précède l'attribution du Goncourt. Le roman a déjà un énorme succès, ce style préoccupe beaucoup les critiques. Bien qu'elle ne l'ait pas inauguré là, en fait, c'est quand même là qu'on
qu'on place un petit peu une sorte de sommet dans la qualité esthétique de la dernière phase de sa production. J'ai plaisir à entendre qu'elle nous ramène aussi vers cette rupture que serait Hiroshima. Alors Hiroshima, on est vraiment à la rupture 58, puisque c'est le moment où elle écrit donc les dialogues pour le film de René, mais on est au moment où aussi elle fait Moderato, donc on est vraiment à cette période où elle passe quelque chose. La répétition est importante pour elle. L'ordre des mots, si quelqu'un n'a jamais lu Duras, peut imaginer que ça s'adresse à l'ordre des mots comparable à celui qu'on peut avoir chez Flaubert, mais pas du tout. Ça veut dire qu'on va, au lieu de dire il regarde longtemps, c'est longtemps il regarde. Donc des choses extrêmement à la fois simples et puis en même temps des choses qui ont donné une sorte de bouger, un côté maladroit, qui rendent le texte extrêmement présent, extrêmement émouvant, qui effectivement le rendent informel et en même temps une sorte d'exotisme, alors que ça a été copié, bien sûr. Et parfois assez mal. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut nier à la postérité bien de sûr, Duras. Et parfois assez mal par elle-même. Émilie L est souvent, donc qui est le roman qui va suivre en 1987. Voilà, donc on est le dernier vrai roman où c'est la dernière fois qu'elle invente, en tout cas, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réécriture. A pu être considérée comme une sorte de version un peu médiocre du style dont elle avait atteint la perfection dans L'Amant. Oui, un pastiche de soi-même. Voilà, un pastiche de soi-même. Ouais. Oui. Alors vous dites que son style, c'est d'avoir tutoyé l'allégorie, l'horreur, le crime, la passion et la catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne sais pas si ce soit son style à proprement parler, mais c'est son univers et sa volonté. On a tendance et pas forcément à tort, je ne connais pas du tout cette lecture, mais parce que c'est celle qui s'impose le plus immédiatement, à considérer qu'on est chez Duras face à une écriture de l'absence, une écriture du vide, une écriture de l'absence de sentiments. C'est vrai que les personnages sont assez vides et que c'est ça qu'elle veut montrer. C'est ce qu'elle montre, mais ce qu'elle veut montrer par là, c'est aussi la souffrance qu'il y a dans le fait que ces grands sentiments ne soient pas accessibles. Nous sommes confrontés à l'absence, c'est une écriture de l'absence, mais c'est une écriture qui dit une sorte de nostalgie ou d'obsession des sentiments les plus forts. C'est pour cela qu'on a cette petite écriture, disons, sans prétention, comme celle qu'elle évoque, avec des répétitions, avec des phrases brèves, avec des mots qui se succèdent, pour évoquer les choses les plus grandes. Et c'est ce contraste qui l'intéresse, tout comme c'était dans Hiroshima, mon amour, ou dans le texte Sublime, forcément sublime, quelque chose qui était dans cette mise en contraste. C'est ce qui l'intéresse, et même chez Racine, c'est ce qui l'intéresse. Vous appelez ça une écriture entre le chagrin et le néant, mais à vous entendre, c'est davantage le néant qui compte et qui prédomine. Oui, en même temps, ce que je crois que si c'est le fameux choix auquel chacun est confronté, qui apparaît chez Godard, qui apparaît chez Faulkner, entre le chagrin et le néant, qu'est-ce qu'on choisit ? Elle choisit le néant, mais si elle pouvait, elle choisirait le chagrin, parce voilà. Donc on est dans les deux. Il y a deux lectures possibles de Duras, celle qui est le plus sensible sur l'écriture de l'absence, etc., du vide, du fait que ce soit fantomatique, que les gens n'aient pas de nom mais s'appellent il ou elle, qu'on n'affirme rien mais qu'on le dise, que tout soit réduit à peu de choses. Et puis il y a une autre lecture possible, et les deux sont complémentaires et non concurrentes, qui est celle qui voit dans cette absence une sorte de désespoir face aux grands sentiments, parce que c'est majeur chez Duras. La question du crime, la question de la passion sont des questions qui traversent l'œuvre. Cette écriture, et on pourrait peut-être terminer par là, c'est aussi une écriture liée à la parole. C'est une écriture un peu orale, et puis elle-même, quand elle parlait, on avait l'impression qu'elle lisait ses propres textes. Quel rapport avec la parole ? Un rapport très fort. Alors, ça ne lui est pas propre, bien sûr. Toute la littérature des années 50 a commencé à faire ce basculement, parce qu'on a ce que Barthes appelait joliment l'écriture vocale. Donc, il faut... Après des décennies de textes impersonnels et très écrits, on a voulu revenir à quelque chose où on avait le sentiment d'entendre une voix, le grain de la voix, pour reprendre une image que Barthes n'appliquait pas spécialement à Duras, mais qui s'applique aussi très bien à Duras. C'est l'idée, d'une part, qu'il y a une sorte de haine des phrases. Le proclame pour elle 68, puisque nous avons célébré le 50e anniversaire de 58. Pareil qu'elle était sur les barricades, elle aussi. Et puis elle voulait détruire la phrase. C'est ce qu'elle apprend en 68, à savoir la phrase devient insupportable. Et puis elle prend cette espèce d'étendard, sans doute parce que le terme est un terme scolaire,
qu'elle brandit comme étant ce qu'il faut abattre. Et donc, elle va réclamer la voix contre la phrase, l'oral contre la phrase, et puis effectivement nous proposer aussi une lecture de son œuvre qui est une lecture atonale, parce que ces lectures sont des lectures blanches. On entendait un peu de Duras lu par une autre voix tout à l'heure, et moi j'ai du plaisir à entendre Duras avec une voix expressive qui quand même nous ramène les textes dans une prosodie qui nous est plus familière que cette étrange prosodie blanche de Duras, même si sa force d'envoûtement est évidemment très grande. Merci beaucoup Gilles Philippe pour cette présentation de l'œuvre de Marguerite Duras. Vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Lausanne. Vous avez dirigé la compilation des œuvres complètes de Duras parues en 4 volumes dans la bibliothèque de la Pléiade en 2011 et 2014. Vous avez également coordonné l'ouvrage L'adaptation des livres scénarios, publié le mois dernier aux éditions Les Impressions Nouvelles. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre de Marguerite Duras en compagnie de Dominique Noguez et Mireille Gruber. Mais avant cela, je vous propose d'entendre un peu de poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Ah bonjour, bonjour la poésie, bonjour la compagnie. Roland Dubillard avait intronisé la boîte à outils bien avant qu'elle ne revienne à toutes les sauces métaphoriques ou managériales. C'est dans la deuxième partie de ce livre pour la poche, je dirais que je suis tombé. Ça parle de poésie, pas de cinéma burlesque. Artiste, le jour viendra où tout à coup vous entendrez se récrier au loin les artistes de complément, indistinctement effacés comme le contenu d'une boîte de clous qui se perd peu à peu dans les bois, dans cette part d'ombre des planches où chacun d'eux laissera s'accomplir sa propre rouillure. Rien n'est visible, voyez-vous, de ce qui fait la solidité d'un décor. Mais pour nous, ici, rien ne sonne creux quand nous cognons du poing la muqueuse de pierre de ce tunnel que nous savons sans déboucher depuis le temps, notre point de départ et son point d'arrivée n'étant, combien de temps vous faudra-t-il pour le comprendre, qu'un seul point de chute ou d'envol dont on ne peut s'en aller qu'en y revenant. Clou presque neuf, toi qui pensais pouvoir au moins garder la tête hors de la planche, hors de l'oubli au moins. Le matin d'un dimanche, mais les chasse-clous sont venus, pointus comme le nez des loups, un coup de marteau sur le cul et l'acier de leurs bouts aigus turent bientôt, la tête rabattue, maintenant dort à l'abri des tenailles, clous disparus, clous qu'on ne verra plus. Cependant, pas très loin, dans le même salon, à la surface du bois doux, insensible au remous de ces nœuds endormis, tu flottes à l'aise, punaise. Tu danses dans le ronron de ton tutu de cuivre, danseuse prête à sourire au canif ravisseur, outil facile, un peu papier par tes fréquentations, danseuse utile aussi secrètement, à la manière des balises qui signalent le lieu d'un naufrage. Punaise peu profonde. Revenons en arrière, à hier, au début du livre, je dirais que je suis tombé comme une chute d'Icare, la poésie peut-être derrière ce mot voyage, si grande et si lointaine que pour penser à elle, il faut marcher beaucoup. Lorsque j'arriverai, prenant ses seins entre mes mains, comme on ne fait pas aux montagnes, ne serais-je pas trop petit pour son sourire? Devrais-je encore me contenter d'un rat grognon et laisser son sourire en l'air? J'aime mieux, assis bien en face, prendre mes seins entre mes mains et rester tout petit. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures consacrées au poète Roland Dubillard.